Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans 52 minutes pour comprendre votre magazine d'enquête. En Côte d'Ivoire, on compte plus de 15 000 entreprises avec une problématique commune, la formation des salariés. Pour y répondre, le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP conseille, appuie et surtout finance les besoins en formation des entreprises et des populations. Cette structure étatique, qui a été créée il y a plus de 30 ans, demeure malheureusement encore méconnue ou peu connue des bénéficiaires. Alors, quel rôle joue réellement le FDFP dans la formation professionnelle en Côte d'Ivoire? Comment fonctionne-t-il? À qui s'adresse réellement ce fonds? Ces bénéficiaires ont-ils connaissance de son existence? Et enfin, qui fait quoi dans cette institution et pour quels résultats pour les entreprises? 52 minutes pour comprendre le fonctionnement du FDFP, un reportage réalisé par les équipes de Socrone. En Côte d'Ivoire, on compte plus de 15 000 entreprises, avec une problématique commune, la formation des salariés. Pour pallier le problème, une structure étatique appuie, conseille et finance les besoins en formation des entreprises et des populations. Le FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle. À Bingourou, à 210 km d'Abidjan. Depuis 3 mois, 25 électriciens de la ville suivent une formation théorique et pratique en technique d'installation électrique. Aujourd'hui, on va faire simplement le TP. On va câbler ce montage-là pour que demain, vous puissiez câbler ça dans les maisons. Ou bien, comme on a dit là, on le trouve souvent dans les couloirs, dans les hôtels, dans les grands halls. Denis est enseignant en électricité d'équipement depuis 22 ans. Son objectif est de professionnaliser son auditoire. Certains de ces électriciens exercent le métier depuis une vingtaine d'années sans formation. Des autodidactes qui ont appris sur le tas. On va passer à la deuxième feuille qui est le schéma développé. Bon, vous avez ça déjà, on a vu ça la dernière fois. Et quel cours vous dispensez? C'est le cours de la minuterie, le montage minuterie. Et il s'agit de quoi exactement? Bon, en fait, il s'agit d'un système où on peut commander de plusieurs endroits. Et ce montage-là, il a pour, comment on appelle ça là? Il a pour particularité de couper les lampes lorsque la personne n'est pas là. Et d'où est venu le besoin pour vous de donner cette formation aux professionnels des gens? Bon, le besoin, c'est qu'ils n'ont pas appris les techniques. Et puis, le besoin s'est fait sentir. On trouve beaucoup ces montages-là dans les hôtels. On trouve aussi dans les grands halls. Et quand tu vas faire une souscription de marché, s'il y a un montage comme ça que tu ne connais pas, voilà, ça te freine. Mohamed Diabaté, 46 ans, est électricien en bâtiment depuis 25 ans. Comment se fait cette formation? La formation, c'est une formation pratique. Déjà, on va venir dans le box avec le professeur pour qu'il nous montre le câblage. Et puis, on va apprendre en même temps que lui, que les autres aussi. 16 heures de cours par semaine, dont 70% sont consacrés à la pratique. Une formation d'1 an qui doit permettre à ces électriciens de maîtriser plus précisément leur métier. Non. C'est déjà alimenté. Regarde bien. C'est déjà alimenté. Non, Voilà. lui, il est venu ici. Nous sommes à la sortie ici. On a fait tout ça là. Par exemple, on suppose que ça c'est la CIE, on est rentré dans notre coffret. Maintenant, on sort du coffret. Maintenant, on fait... ça c'est le montage que tu dois câbler. Et lui de prendre le 10 ampères. Pardon, excusez-moi. L3. Voilà. C'est vu? Oui, ça a Tu peux coupé. essayer maintenant. Voilà. Il faut se référer toujours au schéma. Vous avez réussi à faire l'exercice? Oui, nous avons réussi à faire l'exercice. Nous tous avons constaté que la lampe a allumé. Vous n'avez pas trouvé que c'est un peu difficile à votre âge? Bon, je pense qu'en matière d'électricité, on ne finit jamais d'apprendre. Tant que nous sommes dans le domaine, puisqu'il y a des nouvelles technologies. Donc, il faut que nous continuions, nous avançons aussi, nous apprenons aussi avec cette nouvelle technologie-là. Et comment vous avez fait pour bénéficier de ce projet?
Bon, le projet, nous sommes une structure bien structurée. Les électriciens, on a un syndicat. Donc, nous avons approché la Chambre des métiers. Donc, c'est la Chambre des métiers maintenant qui a fait le lobbying entre le FDFP et le CFP d'Abangoro. OK, donc je vais aller sur un chantier. Plus de 190 électriciens d'Abangourou bénéficient de cette formation de mise à niveau. Le FDFP existe depuis 1991 et dispose d'un budget de 38 milliards de francs CFA. Il conçoit, organise, gère, oriente et met en œuvre la politique de formation en Côte d'Ivoire. Ses missions, financer, contrôler et évaluer les plans et projets de formation pour la revalorisation des ressources humaines. Les bénéficiaires sont des salariés d'entreprise, des artisans et la population active. Siège du FDFP, Abidjan, Treichville. Natacha est conseillère en formation depuis plus d'1 an. Chaque jour, elle accueille, gère les réclamations et renseigne les entreprises. Ce que j'aimerais savoir, une fois que le plan a été déposé à votre niveau, comment est-ce que ça doit se passer maintenant? En fait, en ce moment-là, vous avez déjà l'accusé de réception. Vous pouvez commencer la formation, quitte après à vous faire rembourser. Voilà, c'est vous qui payez la formation, oui, et le FDFP rembourse après. Voilà, tout simplement. Allez, passez une bonne journée, monsieur. À bientôt. C'était qui au défi? C'est une entreprise qui a déposé un plan de formation. Donc cette entreprise-là souhaitait connaître des petits détails concernant son plan, notamment comment ils vont procéder à la formation. La plupart des entreprises, en fait, pensent que le FDFP doit payer la formation pour eux, alors que le FDFP n'intervient qu'en remboursement. C'est-à-dire l'initiative du paiement leur revient et le FDFP vient après pour rembourser. En parlant du plan de formation, qu'est-ce que vous apportez concrètement aux entreprises? Vous leur proposez des formations, comment ça se passe? Alors, le FDFP finance la formation professionnelle. Donc, le besoin vient des entreprises et le FDFP leur apporte, les accompagne dans leurs besoins en formation. En général, les entreprises qui viennent vers nous, surtout en ce moment de l'année, les entreprises viennent déposer leur plan de formation. Un plan de formation, c'est un document qui récapitule les besoins en formation de l'entreprise et qui leur permet, ce plan leur permet d'agir en fait sur leurs compétences, sur les compétences des salariés des entreprises. En général, les entreprises ont un but, elles veulent accroître leur compétitivité et elles ont besoin de formation dans ce sens. Donc le FDFP les accompagne en termes de financement et en termes de conseil également. Si les entreprises peuvent bénéficier de formations via le FDFP, c'est que chaque année, elles payent des taxes d'apprentissage et de formation professionnelle continue à l'État. Ces taxes sont ensuite reversées au FDFP. Alors je vais vérifier si votre niveau de cotisation que vous avez mentionné, votre cotisation prévisionnelle de 2020, correspond au niveau à la réalité par rapport à ce que vous avez déjà cotisé. Est-ce qu'il doit y avoir une proportion entre la cotisation et le besoin de la formation? Il y a une grille qui est déjà établie. En fonction du niveau de cotisation de l'entreprise, on lui confère un budget de financement de son plan de formation. Ce que moi je fais, c'est de vérifier si la mention qu'ils ont portée concernant leur cotisation prévisionnelle annuelle correspond à la réalité, à ce qu'ils ont déjà cotisé. On essaie de se rapporter à l'année par rapport à ce qu'ils ont déjà cotisé. Est-ce que si je cotise 2 millions et que j'ai une formation de 6 millions, c'est possible? Le FDFP fonctionne comme une mutuelle. Tout le monde cotise et c'est reparti. Et les plus petites entreprises sont plus favorisées. Ce qu'on appelle plus petites entreprises, c'est les entreprises en fonction de leur niveau de cotisation, de leur masse salariale. Ici, les entreprises sont réparties, sont classifiées en petites entreprises et en grandes entreprises, en fonction de leur
masse salariale. Et vous gérez les grandes entreprises? Nous gérons les grandes entreprises. Les grandes entreprises, ça part d'un niveau de cotisation de 150 000 francs, au-delà de 150 000 francs l'année. Pour réaliser les formations, le FDFP s'appuie sur des organismes professionnels sur lesquels ils ont enquêté et qui font partie de leur base de données. Vous avez une formation en habilitation à la sécurité et à la conduite des chariots élévateurs. Ça doit être fait par CPMA en intra. Ok, je vais vérifier si CPMA est habilité dans le domaine en question. Et d'où vous avez eu le besoin de formation? Nous avons des collaborateurs qui utilisent des chariots élévateurs. Et comme nous avons plusieurs ouvertures, chaque année, nous essayons de former au fur et à mesure les nouvelles personnes qui sont amenées à conduire ces engins. Et ça fait combien d'années que vous collaborez avec le FDFP? Depuis 2015. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Jusque-là, nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs. Tout va bien? Tout va bien. Chaque année, vous venez de poser le plan de formation? Oui, chaque année, nous venons. Et ça prend combien de temps avant que cela ne soit validé? Environ 2 mois. 2 mois. Cette année, c'est une formation de combien de personnes? La formation Charlie Lévateur concerne 20 personnes cette année. C'est vous qui identifiez l'entreprise, la structure qui va former ou c'est le... Non, c'est nous qui l'identifions. C'est une entreprise c'est un cabinet avec qui on travaille depuis notre ouverture, qui est déjà approuvé au niveau des formations. Donc chaque année, on essaie de former de nouvelles personnes. Dans ce bureau, les agents sont responsables d'une trentaine de dossiers chacun. Laurence travaille au FDFP depuis 15 ans. Elle s'assure de la conformité des cabinets de formation. Pour former les travailleurs, il faut répondre à plusieurs critères. Où vous allez ce matin? Nous allons en visite d'habilitation, en visite des opérateurs de formation. Nous allons visiter 3 cabinets ce matin. À quoi consiste cette visite? La visite d'habilitation est une visite de conformité pour vérifier l'existence physique du cabinet de formation. Nous allons vérifier s'il est bien dans les locaux qu'il nous a signifiés lors du dépôt de sa demande d'habilitation. Ensuite, nous allons vérifier si les équipements pédagogiques nécessaires à la formation sont chez lui. L'habilitation est renouvelable chaque année. Laurence visite en moyenne 5 cabinets par jour. Pour ce cabinet, c'est sa première demande. Alors Laurence va passer au crible chaque pièce. Bonjour, monsieur. C'est le FDFP. On a rendez-vous ce matin pour votre visite d'habilitation. Merci. Laurence a prévenu le cabinet de son passage. L'accueil est très courtois et la visite commence immédiatement. D'accord, donc on commence directement. Oui. Il n'y a pas de problème, je vous suis. Donc ça, c'est votre salle de formation. Excusez-moi, je vais prendre note. Vous avez combien de salles? On a une salle. La salle de formation, vous en avez une, d'accord. Donc une salle de formation, du géoprojecteur. Des locaux nickel, une inspection minutieuse, jusque dans les toilettes. Les toilettes, tout ça c'est important? Les toilettes, c'est nécessaire. Il faut voir que l'hygiène soit respectée dans les toilettes. C'est tout ce qui contribue à un meilleur environnement et puis surtout au respect des dispositions sanitaires et réglementaires à ce niveau-là. Local fonctionnel, structure administrative, équipement et matériel pédagogique, tout est passé au peigne fin. Après 40 minutes d'observation, Laurence peut désormais s'entretenir avec le responsable du cabinet. Voilà, ok. On va se mettre en situation de formation comme vos apprenants. D'accord, donc Monsieur Conan, votre comptable nous a fait faire le tour de vos locaux. Nous allons vous faire le point de ce que nous avons relevé.
une salle de formation de 20 places qui est équipée d'un vidéoprojecteur, d'un écran de projection, d'un tableau à marqueur. Pourquoi vous avez décidé de vouloir travailler avec le FDFP? Depuis la fin de l'année 2020, nous avons initié certaines formations pour sonder aussi les clients pour voir effectivement leurs besoins en formation. Et étant donné que le FDFP est l'autorité qui se charge de réglementer un peu le secteur de la formation, il était de bon ton pour nous de faire la démarche pour aller vers le FDFP pour être une entreprise aujourd'hui habilitée à pouvoir délivrer de la bonne formation. Voilà. Donc c'est pour ça que on cherche aussi effectivement à proposer la formation dans plusieurs secteurs d'activité. Et puis aujourd'hui la formation, je dis, c'est un peu la clé de la bonne performance pour nos clients et pour les entreprises en général. La formation est un véritable business, un marché en pleine croissance. Alors pour ce responsable, cette visite de Laurence, c'est du pain béni. Vous pensez que le FDFP va vous apporter plus que vous n'avez pas auparavant? Bien entendu, parce que déjà, je veux dire, en termes de crédibilité, c'est un gage de crédibilité déjà d'être habilité au FDFP. Et puis on se dit que c'est une entreprise sérieuse et responsable qui permettra de pouvoir cadrer un peu l'orientation que nous sommes assignés. Une habilitation du FDFP crédibiliserait son entreprise et surtout le positionnerait rapidement sur le marché. C'est l'examen de passage pour cette visite de contrôle. Oui. Vous ne craignez rien, vous pensez que vous êtes passable? Bon, après, tout dépend du FDFP et puis de sa représentante ici présente. Mais bon, nous avons déposé un dossier en bonne et due forme. On a été convoqué une première fois pour avoir des ajustements. On a été prompt. Je pense qu'on a déposé un dossier avec toutes les pièces conformes. Et puis après, de manière très humble, nous laissons aussi peut-être la parole à Madame Aévoluer pour nous dire effectivement est-ce que nous sommes dans la bonne direction. Mais bon, nous avons travaillé pour, en tout cas, tout tenter pour avoir cette habilitation qui nous est chère. Laurence ne se prononcera pas, car la décision ne lui revient pas. Donc, à bientôt. voilà, on vous tiendra informé pour le reste, la suite de la procédure. Ça sera pour bientôt. Nous pensons, oui, qu'une commission se réunira bientôt pour siéger sur ces dossiers. Ok. Merci. Nous allons vous présenter à la commission permanente qui, elle, décidera de votre sort, si je puis m'exprimer ainsi. Pour qu'un cabinet soit habilité à dispenser des formations, il faut qu'il existe légalement, c'est-à-dire qu'il soit enregistré en tant que tel auprès de l'administration, qu'il existe physiquement, c'est-à-dire que ses locaux répondent aux normes exigées, et que sa capacité formative soit attestée par le profil des intervenants, entre autres. Une fois tous ces éléments réunis, le dossier peut être présenté devant la commission permanente. Autour de la table, le secrétaire général du FDFP et 8 directeurs de département. La préparation de la prochaine séance d'information au cabinet nouvellement habilité. Alors, juste pour rappel, la procédure d'habilitation démarre par le dépôt des dossiers et elle s'achève par la séance d'information des cabinets qui permet donc d'outiller les cabinets de formation dans le cadre de leur activité. Alors, je crois donc que c'est M. Silu et Mme Kouyaté qui interviennent. Donc, je vous donne la parole, messieurs, dames. Cette commission a le plein pouvoir sur les plans de formation et les demandes d'habilitation. Elle se réunit 2 fois par mois. Nous avons reçu à ce jour 7110 plans, ce qui fait un taux de 99% par rapport à l'objectif annuel qu'on s'est fixé. En matière d'agrément, nous avons fait agréer 3958 plans de formation. Je rappelle que le budget sur les plans de formation, 12 milliards, dont 8 milliards pour les grandes entreprises et 4 milliards pour les PME. Donc, après la présentation de M. Afou, on va passer la parole à M. Siloué qui va nous présenter les questions d'habilitation. En ce qui concerne les habilitations, je vais vous faire un point à 2 niveaux.
à la date du 31 décembre, nous avons accordé 224 nouvelles habilitations à des cabinets. Nous avons tenu 2 sessions d'habilitation et puis nous avons traité favorablement 696 dossiers de renouvellement. Donc c'est le renouvellement qui a accordé en début d'année 2020 au titre de l'exercice 2020. Donc on peut dire qu'au 31 décembre 2020, nous avions dans notre base de données 1239 cabinets. Alors, au titre de l'exercice 2021 qui nous avons commencé, il faut savoir que les dossiers de renouvellement que nous avons reçus, pour lesquels nous avons prolongé la période jusqu'au 29 janvier, nous sommes à 514 dossiers. Et puis, nous avons un portefeuille de 117 nouveaux cabinets qui sont en cours de traitement. Voilà. Donc, voici ce que je pourrais dire sur la situation des habilitations à ce jour. Si le FDFP peut financer en moyenne 20 000 formations par an, c'est qu'il bénéficie de la collecte de 2 taxes, prélevées toutes 2 aux entreprises chaque année. La taxe additionnelle à la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage. Le FDFP a reçu pour mission d'abord de gérer 2 taxes, la taxe à la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage. Cette taxe représente à peu près 1,6% de la masse salariale annuelle des entreprises et est utilisée pour financer, développer d'abord, définir, orienter et mettre en œuvre la politique de formation professionnelle et d'apprentissage en Côte d'Ivoire. Cela pour accompagner donc les politiques de l'État en matière de, justement, formation professionnelle et d'apprentissage. En 2020, sur 25 milliards, 12 milliards ont été provisionnés pour les agréments des plans de formation. Direction la tour E, au plateau. C'est ici, au 11e étage, au sein de la Direction générale des impôts, qu'est installée la cellule de collecte des taxes du FDFP. Ignace Adou en est le responsable depuis 27 ans. Chaque jour, il reçoit l'état des cotisations des entreprises de Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour grand chef. Je suis venu vous remettre la prévision 2021 au titre du FDFP. Le total c'est autour de 27 milliards. En 2020, je crois que la réalisation c'est environ 25 milliards. Ouais, 24, 25 milliards. Voilà, donc il y a 25, mais bon, avec la Covid, on n'a pas pu atteindre. Non, c'est 25 en réalisation. Vous l'avez pu atteindre. Voilà, donc déjà, ça c'est bon. Il peut vous avoir augmenté encore. Oui, mais l'économie est dynamique. Donc, il faut comprendre que chaque année, il y a de nouveaux emplois qui se créent, et que bon, il y a le dynamisme là, donc il faut tenir compte. Donc je vais communiquer ça à la direction du FDFP pour notre prévision de cette année. Voilà. C'est quoi le document qui vient de vous remettre? Alors donc, c'est les prévisions de recettes de la Direction générale des impôts. Vous savez que ce sont nos ressources proviennent essentiellement de la DGI. Donc la DGI, dans tous ses compartiments, fait les prévisions par nature d'impôts et taxes. Et c'est la loi qui dit que ce sont eux qui doivent recouvrer. Selon l'article 115 et suivant, la Direction générale des impôts doit recouvrir les taxes FDFP dans les mêmes conditions et sous la même sûreté que les ITS. Donc la nature d'impôt ITS est une charge. Donc dans cette charge est découpée en 2, salariés et employeurs. Donc il prend la DGI recouvre les 2 en même temps. Donc la prévision de l'année suivante, il nous donne l'information et moi je transmets à la direction du FDFP pour la prise en compte dans les ressources attendues au titre de l'année. Donc ces prévisions, cette année, vous êtes à combien? Ils nous demandent, enfin ils ont dit qu'ils vont faire 27 milliards 9. Comme recette. Comme recette. Et donc le FDFP va tenir compte de ça dans son fonctionnement. Puisque c'est ce que les entreprises vont apporter et c'est ce qu'on doit leur rétrocéder aussi. Donc le budget de fonctionnement du FDFP cette année va se lever à 27. Tu dois tourner autour de ça. Cette cellule n'intervient pas directement dans la collecte des taxes. Ce sont les agents des impôts qui ont en charge cette tâche et font un point régulier à la cellule. Alors le père. Oui. Bonjour. Chef Adou. Ouais. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. D'accord.
Aujourd'hui, je suis allé à la recette des impôts de Treichville. C'est là que j'ai travaillé. Okay. Donc je viens avec les états que j'ai pu avoir. C'est quoi les états? Les états, ce sont toutes les réalisations de... Là, par exemple, c'est le cas de Treichville. Treichville 2, parce que Treichville est divisé en deux. C'est la recette de Treichville qui a fait un recouvrement sur le terrain, a déposé sur notre compte. Donc, mon collaborateur, c'est l'agent de recouvrement. Il va apporter un appui aux recettes qui ont un fort taux de contribuables pour que ces états nous parviennent le plus tôt possible avec, vous voyez, les déclarations des entreprises pour dire qu'ils ont payé. Ça, c'est Abidjan Sud 2 et Abidjan Sud 1. Bon, j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ok. On pourrait se demander c'est quoi votre rôle, puisque c'est la DGI qui déjà collecte ces taxes. Vous faites quoi exactement? C'est la cellule tampon qui centralise toutes les données concernant la réalisation du recouvrement fait par la DGI. Donc ici, nous avons les informations des actions de recouvrement de la DGI et nous avons aussi les informations détaillées de chaque entreprise assujettie. Donc si l'entreprise qui est assujettie arrive chez nous pour avoir des informations concernant son comportement de paiement, nous pouvons lui dire que vous êtes à jour, vous n'êtes pas à jour, de sorte que quand il arrive au FDF, il puisse être accueilli à bras ouverts parce qu'il est à jour. Être à jour, c'est l'une des conditions d'agrément d'un plan de formation. Payer ses taxes d'apprentissage et additionnelles à la formation professionnelle continue, toute entreprise doit s'y soumettre. Elle représente à elle deux 1,6% de la masse salariale annuelle de l'entreprise. Ce prélèvement leur donne le droit de solliciter chaque année un financement pour former leurs salariés. Retour à Abangourou. Nous sommes à l'antenne du Fonds de développement de la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire vous? Bon, je suis venu pour déposer une demande de financement. Ok. Passez un peu. Vous venez d'où? Je viens de Bandoukou. Bandoukou? Oui. Bon. Et vous êtes venu pour déposer une demande de financement au FDF ici. Financement? Vous financez quoi exactement? Financement des projets de jeunes. Vous êtes quelle structure? C'est de la mairie de Bandoukou. Et dans quel cadre, d'où est venu le besoin pour vous de venir demander un financement de projet pour la jeunesse? Cela est venu de ce que les jeunes font vraiment la demande. Et chaque fois, ils nous sollicitent pour pouvoir les aider, les encadrer. Et dans ce cadre-là, on a pensé que monter un projet et demander le financement du FDFP pouvait vraiment aider ces jeunes-là à entreprendre. Surtout que ces jeunes ont déjà reçu une formation. Donc ce serait vraiment l'idéal pour eux d'avoir un métier, de pouvoir travailler et s'autosuffire. Jean-Claude Cassi est responsable socioculturel à la mairie de Bandoukou. Ce matin, il est là pour un dépôt de projet de formation de 150 jeunes de sa ville. Monsieur Cassi, vous allez présenter votre projet afin que nous puissions connaître les motivations réelles et les besoins réels pour lesquels vous sollicitez le FDFP. Il y a un grand besoin des jeunes. Chaque fois, ils sollicitent le maire pour pouvoir financer leurs projets, pour pouvoir financer leurs idées d'affaires. Et étant donné que le besoin s'est fait vraiment sentir, on a souhaité les aider en montant un projet en vue de mieux les former et puis les aider à s'installer. D'accord. Comment avez-vous su que le FDFP pouvait financer ce genre de projet? Moi, on a su cela de ce que certains amis nous ont parlé un peu de cela. Puis bon, un jour, on était à Bangourou ici et on a pris contact avec le chef des services culturels de la Bangourou dans nos échanges. Il nous a donné cette information sur ce que le FDFP formait, n'est-ce pas, les jeunes, ou bien finançait des projets de ce genre. C'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité aussi le FDFP afin de former les jeunes au niveau de Bandoukou. Normalement, le FDFP forme des professionnels des entreprises. Et là, on voit que ces personnes sont des non-cotisants. Comment ça se fait? Alors, le FDFP forme des entreprises, mais nous avons aussi pour mission de former la population active. Parce que c'est ceux-là qui, demain, vont former des entreprises et qui deviendront aussi des cotisants. Donc, généralement, ils sont
ils ne cotisent pas, mais c'est le secteur informel. Il faut l'encadrer, il faut former et au fur et à mesure les transformer en un secteur formel. Et comment ça se fait? Quelle est la procédure? Est-ce qu'un citoyen lambda peut venir demander une formation au FDFP? Ou bien ça se fait comment? Non, nous n'accompagnons pas des personnes individuellement, nous accompagnons des organisations professionnelles. C'est-à-dire, vous êtes des artisans, vous avez une organisation, vous cherchez un promoteur qui doit être un promoteur institutionnel. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être le corps des métiers, ça peut être aussi la municipalité comme M. Kassik. Et vous vous approchez maintenant le FDFP pour faire la demande de financement. Entreprises privées ou collectivités locales, le FDFP encourage la formation et la professionnalisation dans tout secteur d'activité. Mais avant tout, il faut présenter un projet solide et viable. Ça fait plusieurs projets que le FDFP finance pour les municipalités. Mais ce que nous remarquons, c'est qu'après la formation, les jeunes n'ont pas véritablement de débouchés pour s'insérer dans le tissu économique, le tissu social, professionnel, comme on le dit. Mais qu'est-ce que la mairie prévoit faire concrètement pour accompagner ces jeunes qui seront formés par le FDFP afin de pouvoir les installer véritablement? Il faut dire qu'au niveau de la mairie de Bondoukou, chaque année, le maire prévoit un fonds pour pouvoir aider les jeunes, pour pouvoir aider les femmes également. Et certaines femmes en ont bénéficié, mais nous comptons vraiment faire plus en aidant tous ceux qui vont bénéficier progressivement. Donc il y a un fonds qui est prévu. Il faudra mettre ce fonds-là dans une microfinance afin que cette microfinance puisse, sous forme de prêt, aider ces jeunes à avoir... Accompagner les jeunes à s'installer. D'accord. Pourquoi vous lui posez autant de questions? Je pose beaucoup de questions parce que ce que nous recherchons, c'est un impact réel sur les personnes que nous formons. Parce que par le passé, nous avons eu plusieurs formations que le FDFP a financées. Et à la fin, on voit des jeunes qui sont très bien formés, mais il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour véritablement les installer. Alors que c'est l'objectif visé par le FDFP. Donc, pour ce type de projet, c'est un projet de création, de formation à la création d'entreprises. Donc, il faut véritablement que ceux qui seront formés, à la fin, ils soient accompagnés pour véritablement créer des entreprises. Jean-Claude Cassis souhaite que 150 jeunes de Bondoukou bénéficient de formations dans la maçonnerie, la plomberie ou encore la pâtisserie. Un moyen pour la commune de valoriser ces jeunes et de leur construire un avenir. Les bénéficiaires sont organisés. C'est des jeunes qui sortent des écoles. Certains ont été formés à la maçonnerie, à la plomberie, et puis il y avait un troisième corps de métier, la pâtisserie. Souvent, c'est le centre professionnel de Bondoukou qui souvent forme ces jeunes. D'accord. Donc, nous allons reprendre la liste des bénéficiaires et nous allons spécifier les différents corps de métier. Comme ça, nos supérieurs, la hiérarchie saura que c'est des professionnels qu'on forme maintenant à l'installation des entreprises. Donc, dans les jours à venir, vous allez me laisser votre mail, votre adresse email. Je vais vous faire venir un modèle de tableau où nous allons renseigner à nouveau la liste des bénéficiaires. Vraiment, merci beaucoup et bon retour chez vous. Jean-Claude n'a pas reçu de réponse définitive, mais il repart avec l'espoir que le projet soit financé. Comment ça s'est passé? Bon, c'est bien passé, on a bien échangé et on pense que notre projet sera approuvé. D'accord. Mais quand vous êtes venu avec toutes ces questions, est-ce que vous avez déjà une idée de comment le FDFP allait vous accueillir? Bon, puisque c'est la première fois que je prends la tâche avec eux, je ne savais pas que ça allait être comme ça. J'ai vraiment apprécié, approuvé la façon de procéder. Ça montre que c'est vraiment sérieux et qu'ils ne sont pas là pour ça. Il faut vraiment être concret. Il faut que tout ce qu'on présente puisse être approuvé et accepté par le FDFP. Plus de 800 plans de formation et 30 projets sont déposés dans cette antenne régionale chaque année. Jean Amos Dely et Michel God, les deux conseillers en formation, s'apprêtent à partir en visite sur le terrain. Jean Amos, on va voir Cisco, le coiffeur qui a fait la formation en coiffure avec le cabinet SK. D'accord.
Où est-ce que vous allez? On va chez Cisco, un coiffeur qui a suivi une formation avec le cabinet SKE sur les techniques de coiffure. Et pourquoi? Non, mais parce qu'on veut faire un suivi de son projet pour voir s'il a bien assimilé les acquis de la formation. Vous faites toujours un suivi des projets? Toujours, c'est obligatoire. Si on ne fait pas de suivi, on ne peut pas valider la formation. Pour s'assurer de la qualité de la formation, les agents font des visites régulièrement. Cisco, 35 ans, fait partie d'un groupe de 150 artisans de la ville, formés aux techniques de coiffure et esthétique, financés par le FDFP. Cisco, comment ça va? Ça va très bien. Dieu merci. Bon, depuis qu'on a fini la formation, comment les choses vont? Bon, ça va. Dans l'ensemble, ça va. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mis en pratique depuis que vous avez fait la formation avec nous, de l'autre côté là-bas? Si vous pouvez nous en parler, qu'on voit un peu. C'était au niveau des teintures. D'accord. Voilà, les teintures que nous utilisons. Au début, là, il n'y en avait pas. Maintenant, il faut dire que maintenant, on a toutes les qualités, toutes les couleurs de teinture ici. Et puis, au niveau de la gestion aussi, ça va au moins à 60%, 70%. Est-ce que vous pouvez dire que la formation était bienvenue ou bien déjà vous connaissiez tout? Bon, on ne connaissait pas. Il faut dire que dans nos niveaux, la gestion, c'est ça qui tue même les PMI, côté PMI. Tu peux savoir exercer, coiffer, mais si tu ne sais pas gérer la gestion de ta caisse, jusqu'à la fin de l'année, comme ça, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, en tout cas, ça nous, c'était bien. L'objectif de cette visite de terrain, vérifier l'impact de la formation sur ses bénéficiaires. Nous retrouvons Mohamed, l'électricien sur un chantier. Après avoir appris sur le terrain et exercé son métier durant 25 ans, il a bénéficié d'une formation de 3 mois. Est-ce que la formation vous sert sur le terrain? Oui, la formation nous sert. La formation nous sert. Il vient compléter, en fait, ce que nous avons déjà appris. Voilà. Sinon, on a appris beaucoup. Il faut de la vérité, nous avons appris beaucoup. Donc, on vient, on met un peu... Qu'est-ce qui a changé dans votre manière de faire depuis que vous êtes en train de former? Bon, je peux dire que c'est une complémentarité parce que déjà, moi, ça me fait près de 25 ans de formation. Donc, comme j'ai dit, nous sommes partis apprendre pour avoir un plus. Voilà. Sinon, en tout cas, par rapport aux minuteries, tout à l'heure, c'est comme nous avons fait la formation. Ça fait un plus sur notre activité. Ce plus n'est pas négligeable, car il permet à Mohamed de proposer un service professionnel à ses clients, qui sont majoritairement des particuliers. Et dans le secteur de l'électricité, c'est important, car une mauvaise installation pourrait avoir de graves conséquences. Et vous avez combien de chantiers comme ça? Bon, il faut dire à Bengouri ici, à la grâce de Dieu, j'ai au moins une dizaine de chantiers comme ça. Ici, c'est un hôtel. L'hôtel fait autour de 59 chambres avec 2 réceptions. Je viens de finir un hôtel qui faisait 22 chambres. Et avec quel chantier, vous pouvez avoir combien? Bon, ça dépend. Hein, les chantiers, chaque chantier a sa forme, a son nombre de chambres, parce que nous, on fait en fonction du nombre de chambres. Et puis, le nombre de puissance des appareils qui sont dans la maison. Donc, le prix moyen. Voilà, les prix moyens tournent autour de 120 000, 100 000 pour les studios à peu près. Bon, après ça monte. Bon, souvent, il y a les petits trucs où on prend pour se défendre, on prend pour payer le carburant, pour se déplacer. Le chiffre d'affaires de Mohamed varierait entre 300 000 et 500 000 francs CFA par mois. Au même moment, arrive le président des électriciens de la ville. Une visite surprise. Ce dernier est venu s'assurer que Mohamed respecte le plan de câblage appris pendant la formation. Un bloc de sécurité? Oui, il y a un bloc de sécurité. Au niveau des... J'ai pris ça en bas, dans le hall là. Et puis il y a voilà, un là-bas aussi. Voilà, qui va éclairer. La lampe sera à côté. Voilà. Quand tu prévois un bloc de sécurité là, il faut mettre une lampe à côté. Voilà, c'est ça. Là, en cas de coupure... Oui, lui, il éclaire un peu le couloir. Voilà. Donc ici, c'est ça. Ça, il y a un double va-et-vient ici. Entre ici et puis là. Maintenant, arrivé ici, on allume les lampes qui sont là. Vous venez généralement sur le terrain pour voir ce que vous... Oui, si. Quand il y a le contrôle sécuritaire, je vais avec l'agent sécuritaire pour voir comment les gens, le rendement de mes éléments. Et en fonction de ça, s'il y a des choses qu'on fait des conseils à donner, je leur donne des conseils. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et même pendant les réunions, je les appelle
Et je leur dis, bon, voilà, c'est qu'il y a, voilà, c'est qu'il y a, voilà, c'est qu'il y a, voilà, comment est-ce que vous comportez. De sorte que quand ils vont ailleurs, Grâce à cette formation, Mohamed peut prétendre travailler sur de plus gros chantiers. Des formations qui permettent aux bénéficiaires de se former, de se perfectionner et de sortir de l'informel. En 2020, plus de 120 000 personnes en Côte d'Ivoire ont bénéficié d'une formation FDFP. Mesdames, Messieurs, je me trouve ce soir au siège du Fonds de développement pour la formation professionnelle FDFP et à mes côtés son secrétaire général, M. Ange Léonide Barry-Battesti. Bonsoir, M. Barry-Battesti. Bonsoir, Madame Hervaux. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Alors, quels sont les partenaires et les interlocuteurs du FDFP? On peut en identifier 3 catégories. Oui. La première catégorie, ce sont les entreprises. Oui. Les entreprises de Côte d'Ivoire qui payent la taxe à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage et qui, normalement, bénéficient des retombées de leur cotisation. Et donc, des actions sont financées à leur profit, sur la base de plans de formation ou sur d'autres produits. La deuxième catégorie, ce sont les cabinets de formation. Oui. Ce sont également des partenaires qui réalisent des actions de formation agréées par le comité de gestion du FDFP. La troisième catégorie, c'est un public qui n'est pas cotisant, mais puisque nous sommes un fonds de développement, nous les accompagnons en faisant en sorte que les collectivités décentralisées, les associations en territoire, bénéficient donc des financements du FDFP. Donc là, on parle de la population. Effectivement, la population active. Plus de 120 000 personnes ont été en réalité formées grâce au FDFP. Alors, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que tout va bien? On peut dire que tout va bien, mais bon, tout va bien, ça va. C'est relatif. Ouais, c'est relatif, parce que nous avons pu réaliser, effectivement, reprendre une vitesse de croisière en matière d'agrément, en matière de financement. Mais, vous savez, les ressources, plus on travaille et plus on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Et donc, tout va bien, ça veut dire aussi rechercher des ressources additionnelles pour continuer donc, de couvrir l'ensemble des besoins de la population ivoirienne. Alors, on se rend compte que le monde, je dirais, la formation est devenue c'est un vrai business. Il y a un marché en pleine croissance. Alors, c'est tellement, je dirais, sérieux. Comment peut-on être sûr que les cabinets qui ont aujourd'hui ce sésame, cet agrément, ils méritent réellement d'avoir votre soutien, votre appui et vos conseils et, je dirais, également votre financement? La première chose, c'est l'habilitation que nous donnons. Oui. Cette habilitation est une présomption de compétence qui est attribuée au cabinet sur la base de visites et de constats de l'effectivité de l'existence réelle du cabinet. Donc attesté donc, par, comme je disais tout à l'heure, une visite, et puis des éléments relatifs à la constitution du cabinet. D'accord. Donc administratif? Administratif et technique. Oui. Donc la capacité de formation et ainsi de suite. La deuxième chose, c'est que les actions de formation, une fois réalisées, font l'objet de contrôle. D'accord. Voilà, donc nous avons des agents qui sont sur le terrain, qui vérifient l'effectivité de la formation et la conformité donc, des actions réalisées au regard des décisions qui ont été prises par l'organe de décision du FDFP. C'est à la suite de ça que nous pouvons payer les actions de formation. Donc il y a un contrôle. On a vu dans ce reportage une visite terrain. Alors le cabinet, évidemment, il a été sans doute informé, donc bien préparé. Tout était vraiment bien tenu sur le plan administratif. Les salles, évidemment, elles étaient bien présentées. Mais la question qui se pose, est-ce que, au-delà des visites dont vous parliez, est-ce qu'elles sont annoncées ou elles sont impromptues? Il y a les deux. Il y a un peu des deux. La première visite, la visite donc, qui nous permet de donner l'habilitation, est une visite prévue. Et donc, on a le temps de se préparer. Effectivement. Mais par la suite, en cours d'année, à tout moment, le FDFP se donne le droit de faire une visite impromptue pour constater effectivement la réalité, les réalités donc, de l'existence du cabinet et la conformité avec les déclarations initiales. Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé, après donc, avoir donné cette habilitation, cet agrément à un cabinet de formation, de le retirer? Et si oui, pourquoi? Et est-ce qu'il y a eu derrière, parce qu'il y a quand même de l'argent qui circule, je dirais une amende ou une sanction financière? Il nous a été donné effectivement de retirer l'habilitation des cabinets. Pour quelle raison?
parce que déjà, les éléments qui ont prévalu à l'habilitation n'étaient plus respectés. Donc, effectivement, nous avons eu à retirer l'habilitation, mais il n'y a pas eu des masses de cabinets dans ce cas. Par contre, lorsque les cabinets ne réalisent pas l'action de formation, il y a une liquidation à zéro qui se fait. Ça veut dire que le cabinet n'est pas payé. Au-delà du non-paiement, nous ne les avons pas sanctionnés parce que jusqu'à présent, rien ne nous permettait de le faire. Certaines structures qui auraient donc des experts agréés, reconnus, ne bénéficieraient pas facilement de cet agrément, qui est un sésame aujourd'hui pour la formation, et affirment devoir être cooptés. Est-ce que c'est de la rumeur, de la médisance, de la fiction? Comment cela se passe réellement? Bon, déjà, l'habilitation du FDFP, c'est une procédure totalement gratuite. Et ceux qui en parlent comme ça et qui disent qui annoncent un certain nombre de choses, je pense que c'est du fait qu'ils ne connaissent pas les procédures du FDFP. La procédure est très simple. Elle est ouverte à tous les cabinets, même aux cabinets étrangers. À partir du moment où ils interviennent au niveau local, qu'ils ont les compétences en local, qu'ils ont le matériel en local, ils peuvent bénéficier de l'habilitation du FDFP qui leur permet d'accéder au financement de leur formation. Pas de pression, pas de passe-droit, tout est bien intégré, encadré. En principe, bon, il peut y avoir quelques éléments qui nous échappent, mais sinon, en principe, tout est maîtrisé. Alors, M. Battesti, il se dit que pendant de nombreuses années, le mode d'attribution entre l'entreprise et le cabinet de formation se faisait de gré à gré. Qu'en est-il réellement? Réellement, bon, je vous remercie pour la question qui revient effectivement assez souvent. Oui. La réalité, c'est que les entreprises ont la libre possibilité de choisir leur cabinet de formation. D'accord. Donc, le gré à gré se passe entre l'entreprise et le cabinet de formation. Il est simplement consacré par le FDFP, par un agrément. Donc, chaque entreprise a le libre choix des cabinets, en fonction des domaines, en fonction de ce qu'elle veut faire, le libre choix de son cabinet. Notre exigence, c'est que le cabinet choisi bénéficie de l'habilitation du FDFP, qu'il soit reconnu par nous, qu'il soit dans notre base de données. À partir de ce moment, la loi permet effectivement donc, de financer la formation pour le compte de l'entreprise qui choisit. Donc, pour vous, il est suffisant d'avoir ce sésame pour le cabinet de formation pour que vous validiez donc le plan de formation requis par l'entreprise. C'est bien ça? Ça, c'est la première étape. Oui, et la seconde? La seconde étape, c'est le contrôle de réalisation. D'accord. Et au niveau du contrôle de réalisation, nous nous assurons que l'action ait bien été réalisée conformément aux éléments de l'agrément, c'est-à-dire en termes de durée, en termes de nombre de participants, en termes de profil de l'intervenant également. Parce qu'en fonction de l'intervenant, vous serez plus ou moins payé. Un bac plus 4 sera certainement mieux payé qu'un bac plus 2. Et donc, ce sont ces éléments que nous vérifions au niveau du contrôle avant donc de payer, de procéder au paiement de l'action de formation réalisée. Donc c'est un peu comme vous faites un peu de la police, on dirait, ou les gendarmes dans l'exécution, je dirais, de cette formation et surtout du respect des normes que vous avez édictées. Tout à fait. Puisque nous parlons de financement, il faut nous assurer que le financement ait été utilisé de la façon la plus judicieuse possible. Alors, toutes les entreprises sont prélevées à la base, et je pense que, sauf erreur de ma part, et quand on cumule, c'est 1,6% de la masse salariale annuelle des entreprises. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, est-ce qu'il existe un mécanisme pour informer les entreprises qui ne sauraient pas qu'il existe cette possibilité de se former alors qu'elles cotisent? Et il existe un mécanisme puisque nous avons des conseillers en formation qui ont pour mission justement de faire cette action d'information auprès de nos clients. Est-ce que derrière vous êtes sûr que cette information, elle circule et qu'elle arrive réellement aux entreprises? Alors quand on regarde le nombre de plans de formation que nous finissons chaque année, qui est en croissance permanente, et le nombre de projets qui est également en croissance permanente, on peut dire qu'effectivement, cette information est effective sur le terrain. Et pour nous assurer que notre action soit relayée partout, nous nous appuyons sur les cabinets de formation qui sont nos partenaires également. Et donc, à l'issue des séances, à l'issue des habilitations, ils reçoivent une formation qui leur permette, eux également, d'être le porte-parole du FDFP, je dirais ça comme ça. Voilà. De sorte que les entreprises les plus reculées, les populations les plus reculées soient visitées par les cabinets de formation qui nous ramènent des besoins
qui puissent être financés. Mais évidemment, avant donc de financer ces activités, il y a, je le disais tout à l'heure, il y a une mission d'identification qui est diligentée pour nous assurer de l'effectivité des besoins, de la réalité de l'existence des personnes qui vont en bénéficier, de la conformité de l'action qui va être réalisée avec les plans régionaux de développement, et ensuite, donc, nous procédons au financement de l'action de formation. C'est pour ça que, des fois, les délais entre l'identification ou le dépôt au FDFP et l'agrément peuvent être un peu longs. Justement, on parle de 2 mois pour certains plans de formation et pour avoir cette habilitation, votre validation. Est-ce que ce n'est pas trop long? Ce n'est pas trop long parce que les plans sont agréés dans des délais raisonnables. Oui. Ce que nous allons plus loin parce que nous essayons de faire en sorte, avec les entreprises, en formant les DRH, d'avoir des besoins prévisionnels. Dans ces conditions-là, ça nous permettra de financer les actions de formation avant même qu'elles ne soient réalisées. Est-ce que la digitalisation ne pourrait pas aussi vous servir à toucher davantage de personnes? C'est justement notre chantier. Nous avons déjà abordé ce chantier en digitalisant l'ensemble de nos processus. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus besoin de venir au FDFP pour déposer un plan de formation. Elles le déposent en ligne. Voilà, donc ça, c'est un premier élément. Au cours de l'année 2021, nous allons faire en sorte que l'ensemble des autres processus du FDFP soient digitalisés, doivent dématérialisés. Sur ce plateau de 52 minutes pour comprendre, que pouvez-vous dire aux entreprises qui veulent être performantes concernant la formation de leurs salariés? Je leur dirais déjà que nous sommes disposés à les recevoir. Nous avons des conseillers en formation qui vont dans les entreprises, qui les rencontrent et qui permettent donc d'identifier leurs besoins pour leur prise en compte. Merci, M. Barry Battesti, de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame, à vous. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de 52 minutes pour comprendre. Sans formation adéquate, il est difficile d'être performant, encore moins compétitif, pour toute entreprise ambitieuse, et des structures pour y arriver existent en Côte d'Ivoire. Pour revoir le numéro de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI, son site internet www.rti.ci et bien sûr la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes, mais surtout, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières car le coronavirus circule toujours activement dans notre pays. Bonsoir à tous.